Merci Marc pour l'invitation. Je suis extrêmement honorée, même émue. C'est en fait la deuxième fois que je viens ici, pour des raisons, des thèmes différents et très semblables. La première fois, c'était pour les aspects supramoléculaires du travail que nous faisons. Et cette fois-ci, c'est pour l'aspect biomimétique, les deux étant intimement mêlés dans cette thématique. Alors, l'idée est la suivante. Un ion métallique a des propriétés qui sont liées à son environnement. Et nous sommes posés plus spécifiquement la question de quelle est l'influence que peut avoir le confinement cavitaire sur les propriétés d'un ion métallique. Alors, en anglais, oui, mais tous mes transparents vont être en anglais, et ça fait des titres beaucoup plus courts. Donc, un ion métallique dans une cavité biomimétique. Il y a évidemment une bio-inspiration, et ça, c'est un peu mon transparent fétiche, qui représente un P450. J'aime beaucoup particulièrement cette vue. Donc, c'est la structure obtenue par diffraction des rayons X de l'un de la grande famille des cytochromes P450. Vous avez la périphérie de la protéine en bleu pâle, et puis vous avez le cœur de la protéine. Et cette métalloprotéine est en fait une enzyme extraordinaire, puisqu'elle est capable de sélectivement casser une liaison CH et d'insérer un atome d'oxygène, je dirais sans se brûler, c'est-à-dire juste sur le substrat et sans toucher aux liaisons CH de la protéine elle-même. Alors, il faut donc deux points que j'aime bien souligner avec ce transparence. La première chose, c'est qu'il faut un catalyseur extrêmement puissant pour casser une liaison CH. Et ce catalyseur, il faut donc le protéger de toute désactivation vis-à-vis du milieu extérieur. Et en général, il est enfoui au cœur de la protéine. Ce qui soulève le problème de l'accès du substrat vers ce catalyseur. Et dans cette jolie structure, il est clair qu'il y a un couloir qui permet de sélectionner le substrat, de l'acheminer, de le confiner proche de l'ion métallique et ensuite de favoriser l'expulsion du produit pour éviter toute suroxydation. Alors, ce phénomène de couloir d'accès est assez récurrent en fait, dans les enzymes d'oxygénation. Et là, c'en est un autre exemple avec une enzyme à cuivre. Vous avez la surface de la protéine, une aminoxydase, et ici l'entrée du couloir d'accès qui achemine le substrat, une amine, près du catalyseur, un ion en cuivre, confiné au cœur de la protéine et maintenu cette fois-ci, non pas par un groupement prosthétique, une porphyrine, mais par des résidus d'acide aminé, plus particulièrement 3 résidus imidazole. Donc, un couloir d'accès, un confinement et un ion métallique contrôlé par la protéine. Alors, l'idée maintenant est de faire des systèmes modèles permettant d'avoir des informations sur ces effets cavitaires. Alors, les systèmes modèles doivent avoir un certain biomimétisme. Et la première chose, quand on considère un ion métallique, c'est de reproduire la première sphère de coordination, 3 histidines, 3 azotes, donc un tripode azoté que le chimiste peut synthétiser pour coordonner un ion métallique. Dans le cas de la modélisation d'une métalloenzyme avec un site nucléaire, un site métallique, la chimie généralement a lieu sur l'autre face de l'ion métallique. Mais si l'on ne contrôle pas bien le design du ligand, évidemment, ce qui peut arriver, par exemple, c'est la formation de complexes ne présentant plus de site labile, donc totalement dénués de toute réactivité. Donc, la stratégie classique consiste à essayer de moduler cet environnement du métal pour lui maintenir une réactivité par l'introduction d'un substituant présentant un encombrement stérique, donc un certain confinement. Et là, un des problèmes auxquels on doit faire face à ce moment-là, c'est la formation de dimères avec certains ligands X qui ont la propension à lier 2 ions métalliques. Donc, pour remédier à ce problème-là, on augmente l'encombrement stérique pour empêcher la formation de ces dimères. Et là, on est confronté à un nouvel écueil, qui est le fait qu'à force de confinement, le métal n'a plus de réactivité vis-à-vis d'un substrat externe et généralement, en catalyse d'oxydation, il conduit à la destruction du ligand. Donc nous sommes partis avec une idée extrêmement naïve, de dire, bien, au lieu de confiner le métal grâce à un encombrement stérique, on va le confiner dans une cavité qui va pouvoir jouer le rôle du couloir d'accès, sélectionner le substrat, protéger le système métallique, maintenir la mononucléarité. Les cavités que nous avons choisies sont des calixarènes. Alors, il en existe de différentes tailles et nous avons sélectionné
celui constitué de 6 unités phénoliques, pour des raisons à la fois de symétrie et à la fois de taille. Comme vous le voyez ici, ce système macrocyclique a une taille propice à l'inclusion d'une molécule de la taille du benzène. Alors, une particularité des calixarènes est que ce sont des systèmes extrêmement flexibles en solution. Les unités phénoliques peuvent basculer autour des groupements méthylènes. Et typiquement, en solution, vous avez un mélange de conformères, parmi lesquels seul celui dit de conformation en cône est propice à jouer le rôle d'un cône et donc d'une cavité. Avec les calix 6-arènes qui sont plus grands, qui sont constitués de 6 unités phénoliques, cette flexibilité est encore plus prononcée qu'avec les calix 4-arènes, et j'ai représenté ici 2 des 8 conformations classiquement d'équilibre en solution. La première, qui est celle attendue, cône, et on voit une belle cavité définie par les unités aromatiques. Une autre, dans laquelle vous voyez que le système macrocyclique ne présente plus du tout d'état cavitaire. Donc une vraie question qui consiste à dire comment un calixarène, un calix 6-arène peut-il être maintenu dans une conformation propice à jouer le rôle de cavité. Alors, calix en grec veut dire vase, d'où le nom de ces composés qui a été donné au début des années 80. Et vous voyez effectivement ici une comparaison entre un vase grec qui présente un grand col et puis un calixarène. Et donc dans le monde des calixarènes, généralement, on représente les calixarènes avec les fonctions phénol en bas, parce qu'ils ressemblent à un vase, et l'on dit à ce moment-là le col du bas, puis le col du haut. Et comme vous allez voir tout au long de mon exposé, en fait, je vais toujours présenter le calixarène dans le sens inverse, c'est-à-dire le col du bas est en haut, le col du haut est en bas. Et donc pour simplifier, on va parler de petit col, ici en haut, et de grand col, ici en bas. Alors ça, c'est en fait la raison principale est que, étant chimiste organicienne, les organiciens ont quand même généralement tendance à représenter la fonctionnalité intéressante du système en haut, et celle qui va m'intéresser pour confiner un ion métallique, c'est celle du petit col. Alors, notre stratégie est donc très simple. Je prends un calixarène, idéalement sous la forme de cône, et au petit col, je vais greffer 3 résidus azotés qui ont vocation de mimer les 3 histidines schématisées au site actif de la métalloenzyme. Et le système doit être conçu de manière telle que ces 3 azotes peuvent simultanément coordonner un ion métallique et le confiner au fond de la cavité du cône du calixarène, de manière à ainsi avoir un contrôle sur la chimie de coordination sur le site vacant, ainsi confiné dans cette cavité. Alors, suivant cette stratégie, nous avons développé parmi les calixarènes 3 générations. Et donc aujourd'hui, j'ai sélectionné en fait des exemples très pointus pour illustrer les différents aspects du biomimétisme sur lesquels nous avons mis le doigt. Des chambres biomimétiques douées de reconnaissance moléculaire qui peuvent être solubilisées dans l'eau, qui peuvent être rendues chirales, des effets cavitaires tout à fait spectaculaires et inattendus, et quelques mots sur la réactivité. Et enfin, je n'ai pas pu résister de terminer cet exposé avec une petite image sur un accident de parcours qui nous a conduit à avoir un système d'auto-assemblage tout à fait extraordinaire. Alors, les chambres biomimétiques. Tout d'abord, il faut construire ces chambres. Donc, c'est le seul transparent de synthèse que je présenterai. Quand on commence un projet de recherche, il faut toujours chercher les choses les plus simples au niveau de la synthèse, de manière à avoir des grammes de composés. Et donc ici, en 3 étapes, à partir d'un calixarène que l'on peut synthétiser ou acheter, il est possible de greffer 3 bras azotés de nature et de taille variée. Et ainsi, de générer un ensemble de composés qui ont constitué la première génération des calixarènes. Alors, je vous rappelle que les calix 6-arènes sont extrêmement flexibles et que si je représente les 3 bras du même côté, en fait, le système est en rotation perpétuelle en solution. Alors, chambre biomimétique, un exemple. Il y a toute une famille d'enzymes hydrolytiques extrêmement performantes qui présentent un ion zinc confiné dans la protéine et lié à 3 résidus histidines. Et la molécule d'eau est ainsi activée par effet d'acide de Lewis. Alors, il y a longtemps eu une controverse à savoir si le zinc faisait de la chimie inorganique ou si le zinc faisait de la chimie organique. Autrement dit, il active la molécule d'eau ou il active le substrat. Tout le monde est d'accord maintenant pour dire en fait qu'il fait les deux.
Mais à l'époque où nous avons démarré ce projet, il y avait des systèmes modèles, je dirais classiques, d'une organique qui permettaient de générer des espèces hydroxydes de zinc confinées par encombrement stérique et donc effectivement très peu réactifs. Mais il n'y avait aucun système qui permettait de stabiliser un système aqueux et donc d'étudier l'interaction entre une molécule organique et ce zinc, étant donné la très forte acidité de Lewis du métal. Alors nous sommes partis la fleur au fusil avec notre famille de composés et nous les avons fait réagir avec un équivalent de zinc, donc du zinc 2, isoler un complexe qui, d'après toutes les analyses, présentait la stoichiométrie escomptée et deux anions. Donc vraisemblablement c'est un système dicationique et dépourvu d'imagination, nous nous sommes dit bon, il y a une molécule d'eau dans la cavité. Et en fait, nous avons eu la structure par diffraction des rayons X et là, nous avons eu à la fois confirmation et surprise. Vous avez ici un ion zinc coordonné au 3 imidazole qui contraignent le calixarène en conformation cône. Le tétraèdre est complété par une molécule d'eau coordonnée, donc nous avions vu juste. Et ce que nous n'avons pas vu, c'est qu'il y avait en fait une deuxième molécule d'eau au cœur de la cavité. Donc en fait, nos systèmes cavitaires permettent de stabiliser ces espèces-là, qui normalement ne sont pas stabilisées, mais la condition de stabilisation ici semble être reliée à la présence d'une deuxième molécule d'eau qui n'est pas en interaction directe avec le zinc. Et ça, c'est une comparaison entre notre système artificiel et le système naturel. L'anhydrase carbonique est une enzyme qui déshydrate CO2. Et vous voyez ici la même structure que celle que je viens de vous présenter, avec la molécule d'eau coordonnée, et en liaison hydrogène extrêmement forte avec la molécule d'eau qui est suspendue au cœur de la cavité. 2,54 angstrom, c'est une liaison hydrogène la plus courte connue à ce jour entre deux molécules d'eau. Une autre liaison hydrogène qui fait participer le calixarène lui-même à l'ensemble de la stabilisation, et puis des interactions de type OH-pi avec les cavités aromatiques du calixarène. Et à droite, vous retrouvez des éléments extrêmement semblables de l'enzyme, avec une molécule d'eau acide stabilisée par une liaison hydrogène avec une autre molécule d'eau qui, elle, est dans une cavité apolaire et qui est en fait la molécule d'eau substituée par le substrat CO2. Donc du biomimétisme. Alors, ces systèmes-là sont doués de reconnaissance moléculaire. Et j'ai schématisé ici maintenant le complexe aqueux présentant deux molécules d'eau dans la cavité par ce cône, trisimidazole zinc. Et nous s'est aperçu que si l'on introduisait en solution une petite molécule coordinante, il était extrêmement facile d'obtenir un nouveau composé identifié comme un complexe au zinc par expulsion de deux molécules d'eau. Alors, le moyen d'étude de ces systèmes, c'est la RMN. Et vous voyez ici, à haut champ, donc une zone où d'habitude il n'y a aucune résonance, les résonances attestant de l'inclusion d'atomes d'hydrogène au cœur de la cavité. Et vous voyez que cette inclusion nous permet d'identifier parfaitement l'objet qui se trouve dans la cavité. Ici, vous avez des petites molécules de solvant que nous avons rajoutées. Et ici, vous avez l'eptylamine. Et vous voyez que aussi l'effet de blindage est maximum pour le carbone numéro 3, ici, ce qui suggère que c'est le carbone numéro 3 qui est situé au cœur de la cavité. Ce qui a été confirmé par une structure rayons X. Donc, pas de surprise, mais agréable confirmation. Et vous voyez que ce carbone numéro 3, ici, se retrouve ici. Et c'est celui qui est au cœur de ce noyau aromatique. L'autre nouvelle information que nous avons ici, c'est que effectivement, le calixarène joue le rôle vraiment de seconde sphère de coordination. Et ici, la stabilité assez impressionnante de ce complexe est liée non seulement à l'effet cavitaire, mais à un effet de seconde sphère avec les fonctions NH en liaison hydrogène forte, cette fois-ci d'un côté et de l'autre du petit col du calixarène, qui donc participe au système. Alors, le système en fait est sous contrôle thermodynamique et on peut faire des manips de compétition qui permettent de savoir si le système est sélectif, plus ou moins sélectif, quelles sont ses affinités. Alors là, donc c'est tout un ensemble de molécules. Je dirais que si vous mettez tout ça en solution, il n'y en a qu'une seule qui va aller dans la cavité. La grande gagnante, ça va être l'eptylamine. Alors l'eptylamine, pourquoi c'est la grande gagnante? Vraisemblablement parce que c'est un très bon sigma donneur, bon ligand, mais aussi parce qu'il s'accroche avec ces deux liaisons hydrogènes comme ça, sur le petit col. Alors à l'opposé, on peut voir que les amines secondaires, qui d'habitude sont de meilleurs donneurs pour le zinc, ne coordinent absolument pas notre zinc. Donc là, on a un système extrêmement sélectif imposé par la cavité. Et la raison en est que l'introduction de ce groupement méthyle le positionnerait à la place de ces liaisons NH
Et en fait, il y aurait un clash stérique entre le méthyle et le goulot d'étranglement de notre système que nous avons surnommé entonnoir. Et il est un fait que ces amines secondaires ne coordinent absolument pas. Voilà, évidemment, il y a des sélectivités de taille. Si vous avez une molécule trop volumineuse, elle n'ira pas dans la cavité. Donc, on a un système récepteur inhabituel. Aussi inhabituel parce que généralement, quand on met une amine en présence d'un tel complexe au zinc, l'amine ne coordine pas, elle déprotonne la molécule d'eau pour générer des espèces hydroxydes. Ici, ce n'est pas le cas. L'amine substitue les molécules d'eau pour prendre la place dans la cavité. Alors, un autre exemple un petit peu plus élaboré qui me permet d'introduire les systèmes de seconde génération est intéressé par les enzymes qui présentent non seulement dans la sphère de coordination des histidines, mais aussi des tyrosines. Alors, les tyrosines, ça peut être des systèmes redox, je n'en parlerai pas. Ça peut être des systèmes acido-basiques. Et c'est de ça que je vais parler pour les 3 prochains transparents. Alors évidemment, au niveau de la synthèse, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'on est obligé d'introduire une dissymétrie dans la structure de la fonctionnalisation du calyx ARN. Et vous voyez donc le ligand, qui peut être schématisé ainsi, une fois de plus, extrêmement mal dessiné, dès lors que vous n'avez pas d'ion métallique en présence dans la solution. Mais si vous introduisez un équivalent de zinc, il se produit exactement le même phénomène qu'avec les systèmes trisimidazole. Le système se replie autour du zinc. Le zinc rigidifie le calyx ARN en conformation cône, et le système se comporte comme un récepteur très affin de petites molécules coordinantes. Ici, vous avez, pour témoignage, une signature RMN extrêmement fine attestant de molécules, ici un éthanol, ici un acétonitrile. Donc rien de neuf à l'horizon, si ce n'est que si vous introduisez un tout petit peu de base dans le milieu, le signal très fin pour l'éthanol devient extrêmement large. Ça veut dire qu'on est en train de labiliser l'invité, ça veut dire qu'on est en train d'affaiblir le lien de coordination entre le zinc et la molécule invitée. Et ici, vous avez la structure en fait, d'un tel complexe dans lequel le phénol est devenu phénate. Il a ainsi modulé, diminué l'acidité de Lewis de l'ion zinc. Et ici, vous avez une molécule invitée méthanol qui n'est plus du tout coordonnée au système. Donc, le système peut être schématisé ainsi. Vous avez un phénate coordinant un zinc et finalement une molécule plus ou moins coordonnée à l'intérieur de la cavité. Et nous nous demandions s'il était possible maintenant de coordonner des anions. Et nous avons ajouté, par exemple, des hydroxydes en ajoutant un excès de base ou d'autres types d'anions. Et là, nous sommes aperçus que le système se réorganisait complètement. Et vous avez ici la structure qui montre que, dans le cas du chlorure, au lieu que le chlorure prenne la place de l'invité organique, il est orienté vers l'extérieur. Et l'invité organique, en fait, a été substitué par l'un des bras imidazoles. Donc ça, c'est évidemment une surprise. C'est un des problèmes, puisque maintenant, nous avons un espace cavitaire qui stabilise un complexe, mais qui ne joue plus le rôle d'accès et de sélection pour les candidats à une interaction avec le zinc. Donc, moralité de cette histoire, le système est flexible et conserve une assez forte flexibilité, même en présence d'anions métalliques. Alors, une autre manière de voir le bilan de cette petite étude, c'est que finalement, on a un système qui est sous contrôle acido-basique, une forte coordination lorsque le phénol n'est pas déprotoné, et si vous introduisez une base, vous labilisez jusqu'à éventuellement expulser l'invité. Et inversement, si vous rajoutez un acide, le système est complètement réversible. Vous allez reprotoner la fonction phénate et régénérer un système extrêmement affin. Alors, du biomimétisme, à partir de ces résultats-là, on s'est amusé à réfléchir un petit peu sur le rôle du phénol dans le système naturel. Et là, pour aller rapidement, ce que nous avons proposé, c'est qu'un des rôles importants du zinc est l'activation du substrat par sa coordination, et ça, il le fait bien lorsque la tyrosine est neutre. Donc, c'est un état on pour la fixation du substrat. Et tout au long du cycle catalytique, on est amené à former le produit, qui est un carboxylate, qui est un anion, et une tyrosinate. Et la tyrosinate permet de diminuer l'acidité de Lewis, ce qui favorise donc l'expulsion du produit dans un système où le zinc est en fait dans un état off, à l'image de notre système modèle. Alors, système modèle cavité, l'enzyme est soluble dans l'eau. Même si la chimie n'a pas lieu dans l'eau, elle a lieu au cœur d'une cavité hydrophobe, il est clair que le solvant a un effet déterminant dans les propriétés du système. Alors, le problème avec les calyx ARN, c'est que ce sont des objets extrêmement gras.
Et un des sites les plus lipophiles, c'est les fameux tertiobutiles qui sont clés pour la synthèse des systèmes. Donc, pour les rendre plus hydrophiles, il faudrait substituer ces tertiobutiles par des groupements plus hydrophiles. Et classiquement, on peut utiliser une réaction comme l'hypsonitration, qui marche très bien dans le cas de notre système, mais qui ne suffit pas pour rendre les systèmes hydrosolubles. Alors, donc, en fait, nous avons développé une stratégie qui, via la fameuse chimie clique catalysée par le cuivre, permet l'introduction d'une très grande variété de groupements R. Et ces groupements R peuvent être des groupements porteurs de fonctionnalités tels des systèmes hydrophiles. Alors un exemple d'un tel système, je reprends le système de première génération, trisimidazole, fonctionnalisation, clique avec un ammonium, introduction de 3 fonctions extrêmement hydrophiles, séparées du calixarène par un espaceur, et ça j'en parlerai juste après. Alors, qu'en est-il de la solubilité dans l'eau? La réponse est oui, c'est soluble dans l'eau, on peut solubiliser ce système dans l'eau, et voici le magnifique spectre RMN qui atteste d'un système extrêmement peu organisé et en mouvement relativement lent, mouvement conformationnel lent, par rapport à l'échelle de temps d'analyse de la RMN. Donc ça, c'est un truc assez classique avec les calixarènes qui ont aussi tendance à s'auto-assembler. Et donc, on a quand même la preuve que le système s'est solubilisé, et donc l'étape d'après, c'est peut-il coordonner un ion zinc? Et la réponse est, on ne sait pas. Vous rajoutez du zinc, un équivalent, plus d'un équivalent, et vous apercevez qu'il y a quand même extrêmement peu de différence entre ces spectres RMN. Et comme dans tout événement en recherche, on a la solution de mettre tout à la poubelle ou bien de persévérer. Et là, on s'est dit, pourquoi est-ce que le zinc n'y va pas? C'est vraisemblablement parce qu'il aime l'eau. Donnons-lui quelque chose qu'il aime encore plus que l'eau, une amine. Et donc on a introduit dans l'eau pure, toujours, une amine, et dans le même tube RMN, on a observé ces résonances extrêmement fines qui montrent que l'ajout d'amine a induit la structuration du calixarène, ce qui veut dire la coordination du zinc et l'inclusion de l'amine qui ici se trouve être la tryptamine que nous avons utilisée, avec les résonances ici attestent de la tryptamine complètement incluse dans la cavité. Alors, cette expérience-là a été reproduite avec une série d'amines. Elle fonctionne extrêmement bien à condition que l'amine soit suffisamment hydrophobe. Si l'amine est trop lipophile, ça ne marche pas du tout. Donc ça, c'est l'effet hydrophobe dont nous bénéficions lorsque nous plongeons une cavité apolaire dans l'eau, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on travaille dans le chloroforme. Alors, comment expliquer ces choses-là? On peut dire, quand on solubilise ce ligand dans l'eau, il y a en fait une protonation partielle d'isimidazole. Si l'on rajoute du zinc, il n'y a pas de structuration, il n'y a pas de coordination du zinc. Le zinc préfère s'associer à l'eau et éventuellement déprotoner l'eau pour faire des espèces hydroxydes. Maintenant, si l'on associe le calixarène à une amine, l'amine à pH 7 est protonée, et on n'a vu aucune structuration, et il n'y a pas inclusion de l'ammonium dans le calixarène, parce que le calixarène n'a aucune raison de se structurer. Et par contre, lorsque l'on associe les trois, à ce moment-là, on déplace tous les équilibres vers une espèce qui est l'espèce thermodynamiquement la plus stable dans les conditions. Tout à fait remarquable. Le pH optimal, c'est 7,8. Juste une remarque, à 7,8, les espèces majoritaires prises indépendamment, c'est le calixarène monoprotoné, le zinc sous la forme hydroxyde et l'amine sous la forme ammonium. Donc tous ces équilibres-là sont déplacés vers la formation du complexe d'inclusion. Alors, les systèmes naturels sont aussi des systèmes chiro. Et juste une image sur le travail que nous essayons de développer pour obtenir des cavités chirales. Alors l'idée est que la chiralité peut être cavitaire. Évidemment, dans les protéines, elle est en partie liée à la présence de carbone asymétrique, mais elle est également liée au fait que les cavités présentent une dissymétrie de forme, à l'image de la main. Et donc, s'il nous était possible d'introduire une dissymétrie de forme sur notre calixarène, nous aurions potentiellement une cavité chirale. Et cette dissymétrie pourrait être générée par l'introduction de 3 substituants distincts au niveau du grand col du calixarène. Donc ça, c'est une chiralité qu'on appelle chiralité inhérente, qui n'a jamais en fait été évaluée en termes de système modèle au niveau des cavités. Donc on ne sait absolument pas si c'est un système efficace ou pas efficace et s'il participe à la reconnaissance chirale et de quelle manière il participe à la reconnaissance chirale.
Donc là, on s'est dit qu'on allait essayer de répondre à cette question avec la construction d'un calixarène. Alors tout de suite, quand même un petit problème de synthèse, ça veut dire qu'il faut faire une monofonctionnation avec une étoile. Et quand on fait réagir un calixarène présentant 3 fonctionnalités et une étoile, il se forme un horrible mélange avec des calixarènes avec 3 étoiles, une étoile et 2 étoiles. Donc il fallait trouver une ruse, et là on a fait de nouveau appel à la bio-inspiration, au biomimétisme. La nature est sélective parce qu'elle préorganise le substrat vis-à-vis du site réactif. On s'est dit, ben, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. L'on sait inclure des molécules dans la cavité. Ici, notre site réactif pourrait être accroché au niveau du grand col, et le substrat pourrait être un alcyne qui serait porté par une fonction amine, les amines étant remarquables invités de nos systèmes. Alors le complexe est synthétisé, vous avez sa signature RMN qui atteste de sa formation. On chauffe quelques heures le système et on s'aperçoit qu'il y a toujours un objet présent dans la cavité, mais que ça n'est plus le même. Ici est schématisé le complexe de départ avec le réactif, alcyne, préorganisé à proximité des groupements azidaux portés par le calixarène. Et ces systèmes-là sont si bien préorganisés qu'il suffit de chauffer à 65 degrés pour induire une cyclisation thermique. Une cyclisation thermique, généralement, requiert des températures de l'ordre de 150 degrés. Donc on a une réaction extrêmement sélective, elle ne peut avoir qu'au niveau de la cavité. Et puis on a une inhibition, parce qu'une fois cyclisée, l'amine, qui était déjà très bon ligand, est encore meilleur ligand, puisqu'il y a une coordination intramoléculaire. Donc le système est bloqué. Mais qu'à cela ne tienne, on peut le débloquer évidemment, et ça c'est juste une séquence qu'on a mise au point en rusant sur la chimie de coordination. Si vous faites la même chimie avec un alcool, à ce moment-là vous pouvez entre guillemets cliquer un alcool et après introduire une amine qui va être capable elle de chasser l'alcool, puisque l'amine est meilleur ligand que l'alcool. L'amine est donc substitue la fonction alcool et vous chauffez et vous cliquez l'amine. Et vous obtenez maintenant un système avec 1, 2, 3 substituants distincts. Et comme l'atteste le signal RMN de ce groupement méthylène, qui est quand même assez éloigné du calixarène, vous voyez qu'on observe une diastérotopie des résonances qui montre que ces groupements méthylènes-là voient la chiralité portée par la cavité. Alors, effet cavitaire. Je vais maintenant parler des effets cavitaires sur les complexes du cuivre qui ont vocation à modéliser la chimie redox que l'on peut attendre du cuivre et qu'il y a dans certains systèmes enzymatiques. Donc un exemple maintenant de complexe de cuivre 2, à la différence du complexe de zinc 2, le cuivre 2 veut désespérément être pentacoordiné, et donc quand on synthétise ces complexes de cuivre 2, on peut toujours avoir une molécule organique invitée, mais l'on a toujours un chapeau, un système chapeauté avec une molécule d'eau. Si l'on essaye de déprotoner cette molécule d'eau ou d'introduire un groupement OH- à l'intérieur de la cavité, par addition de quelques équivalents de triéthylamine, on obtient un système qui se réorganise complètement. Et là, de nouveau, on a perdu. Si l'on veut modéliser un site mononucléaire, notre calixarène est trop flexible. Donc l'idée, c'est qu'on va le rigidifier, et là on va prendre la chimie pure et dure des organiciens. On va faire une crypte qui aura vocation à maintenir l'ion métallique et à empêcher le calixarène de se restructurer. Et donc je vais vous montrer quelques aspects sur ces systèmes que nous avons développés récemment. Alors, je ne montrerai aucun schéma de synthèse, mais ils sont beaucoup plus longs que les précédents, et en fait n'ont été mis au point pas au laboratoire, mais grâce à une collaboration avec un collègue, Yvan Jabin, qui est professeur à Bruxelles. Le premier né, c'est celui qui est chapeauté par un Tren, très connu des chimistes bioinorganiciens pour mimer la coordination de sphères du cuivre ou du zinc par rapport au système enzymatique. Le TMPA, et puis ça c'est un peu un accident, un système PN3. Donc je vais juste vous parler essentiellement du TMPA et juste un petit peu du trend et voir qu'est-ce qu'on a appris à étudier ces systèmes. Alors, pour poser les choses, une structure obtenue par diffraction des rayons X, donc là c'est le chapeau TMPA. Les gens qui travaillent en coordination avec le fer l'appellent TPA, et ceux qui travaillent avec le cuivre l'appellent TMPA. Donc pour moi c'est un TMPA.
Vous avez un cuivre 2 et puis toujours un ligand invité. Ici, vous avez l'analogue avec un trène, avec toujours un ligand invité. Puis là, l'analogue avec PN3, toujours cuivre 2 avec un ligand invité. Alors ces ligands invités, ils sont tous les trois différents et ce n'est pas un hasard. Les cristaux ont été obtenus à partir d'une solution de solvant organique dans laquelle on n'avait jamais introduit ni d'acétonitrile, ni d'éthanol, ni de DMF. Donc d'où vient l'acétonitrile? L'acétonitrile vient vraisemblablement de l'atmosphère. L'éthanol, c'est le stabilisant que l'on trouve dans le chloroforme. Et l'ADMF, c'est le solvant que l'on trouve sur les tuyaux de caoutchouc que l'on utilise pour sécher les composés. Donc finalement, ces invités inattendus attestent d'une très très forte affinité de ces systèmes maintenant. Donc la rigidification des calixarènes leur confère un aspect récepteur tout à fait remarquable. Autre chose remarquable, le cuivre 2 est très très affin d'éthanol, mais il ne veut pas de coordonnées d'anion. Vous pouvez le tremper, le dissoudre dans l'eau de mer, ça ne marche pas. Celui-là non plus. Par contre, celui-ci est extrêmement affin d'anion. On s'est longtemps posé la question de comment on pouvait expliquer cette affaire-là. Et l'explication que nous proposons tient à la structure du calixarène, qui n'est pas la même si vous comparez le haut et le bas. Donc si vous comparez le haut, eh bien, juste autour du site de coordination, les oxygènes reliés au chapeau pointent avec leur doublet non liant, donc leur dipôle, vers ce site. Et vous avez le même phénomène avec la conformation adoptée dans le complexe PN3. Et donc vous avez en fait une couronne de forte densité électronique qui provoque une répulsion avec tout anion coordinant. Par contre, dans le système obtenu avec le TMPA, ces mêmes atomes d'oxygène pointent leur doublet vers l'extérieur. Et donc explique que les anions n'ont aucun problème pour se loger au niveau du petit col. Et c'est, je dirais, une illustration assez spectaculaire d'un effet de seconde sphère qui contrôle la coordination d'anions métalliques. Alors, un complexe de cuivre 1 ont été aussi synthétisés, et ils sont aussi affins que les complexes de cuivre 2 pour l'acétonitrile. Ici, vous avez une belle image d'acétonitrile inclus dans la cavité. Si vous les exposez à l'air, si vous les exposez au dioxygène, il ne se passe absolument rien. Ça, on pourrait dire, c'est parce qu'il y a une molécule d'acétonitrile trop fortement coordonnée. Donc, du coup, on a synthétisé un complexe de cuivre 2 parce que le précurseur est absent, ne présente pas d'acétonitrile. Et vous avez ici donc la schématisation du complexe avec une molécule d'eau qui occupe l'espace cavitaire. Et ce complexe a voyagé de Paris à Brest pour être étudié par les collègues électrochimistes dans l'équipe d'Yves Lemest. Et vous avez ici un magnifique canard, comme ils appellent ça, avec une vague de réduction caractéristique donc d'une espèce cuivre 2 qui devient cuivre 1, à très bas potentiel, et puis une vague d'oxydation caractéristique d'une espèce cuivre 1, cuivre 2, totalement différente de la première. Le système est complètement irréversible. Alors ça, c'était déjà un petit peu... Ça veut dire qu'à l'état cuivre 2 et à l'état cuivre 1, nous n'avons pas la même espèce. Ce cyclovoltammogramme a été enregistré dans une boîte à gants. Et alors les électrochimistes sont des gens très pointilleux, et ils ont dit, bon, ben, c'est déjà assez bizarre, mais ça, c'est quand même pas bien du tout. Ça veut dire qu'il y a une impureté dans le complexe. Donc on a préparé beaucoup d'échantillons et on se demandait si l'impureté venait de Paris, si elle venait de Brest ou si elle venait du transport, jusqu'au jour où ils ont commencé à cycler dans la boîte à gants. Donc en fait, ils ont pris un premier spectre, puis ensuite ils ont pris un deuxième, un troisième. En quelques minutes, ils se sont aperçus que l'impureté devenait le produit majoritaire. Et en fait, ce produit majoritaire a été très facilement identifié. En fait, c'est le complexe nitrilo. Et l'affinité de ce système-là pour l'acétonitrile est telle que dans une boîte à gants, dans un flacon fermé, dans une boîte à gants dont on a purifié l'atmosphère, eh bien, les traces d'acétonitrile qui sont accrochées aux parois de la boîte à gants ou aux gants de la boîte à gants suffisent pour trouver leur chemin jusqu'à la cavité. Alors, on voulait quand même désespérément étudier ces systèmes-là. Et donc, dans ces conditions-là, il faut quand même faire quelque chose. Et on n'arrivait pas à nettoyer, en tout cas, eux n'arrivaient pas à nettoyer leur boîte à gants. Et là, miracle, le système ANR a été mis en place. On a eu un projet ANR financé. Ils ont pu acheter une deuxième boîte à gants. Et ça, c'est le même échantillon enregistré dans la boîte à gants neuve, dans laquelle il est strictement interdit d'introduire la moindre trace d'acétonitrile. Alors vous voyez qu'il y a de nouveau deux systèmes extrêmement bien définis, totalement différents, attestant de deux espèces très différentes.
À l'état cuivre 2, nous avons le complexe aqua. Et il est très difficile à réduire. Et quand on le réduit, il n'y a plus rien au-dessus. Donc on fait une espèce complètement différente. Et l'espèce qu'on forme est très difficile à oxyder. Et en fait, ce que nous proposons, c'est qu'au moment de la réduction, le cuivrin lâche la molécule d'eau et on obtient à ce moment-là un cuivrin qui est tétracoordiné et donc dans un environnement trigonal extrêmement peu propice à la stabilisation d'un cuivre 2. Donc l'effet cavitaire, c'est un effet inverse. Le cuivre 2 prend une molécule d'eau, le cuivrin la chasse, dans des conditions extrêmement sèches. Le système marche dans les deux sens. Donc il y a un aller-retour de la molécule d'eau qui lie les deux systèmes redox à potentiel séparé de plus de 1 volt. Alors ça, c'est aussi un truc d'électrochimiste. On a une boîte à gants neuve. Il est interdit d'y introduire de l'acétonitrile, mais on peut y rajouter de l'eau. Donc ils ont rajouté des traces d'eau au système. Et voici ce qu'ils ont observé. Donc le potentiel caractéristique de ce complexe qu'on va appeler cavité vide est illustré ici par la courbe rouge. Et ça, ce sont des, disons, 2 équivalents d'eau, 3 équivalents d'eau, 5 équivalents d'eau. Le système, en présence de 5 à 10 équivalents d'eau, voit son potentiel complètement shifté d'environ 500 millivolts. Et ça, c'est les voltammogrammes enregistrés au fur et à mesure de l'addition progressive d'eau dans la boîte à gants pour éviter qu'il y en ait trop. Donc là, il se passe quelque chose. L'introduction de plus d'une molécule d'eau en solution, pour caricaturer la situation, change complètement le système redox, qui devient en fait complètement réversible. Maintenant, le nouveau système en présence d'eau dans le dichlorométhane est parfaitement réversible. Donc très faible changement structural. Alors si je résume, on a un cuivre 2 très difficile à réduire, monoaqua, un cuivre 1 très difficile à oxyder, qui est cavité vide. En fait, on a des systèmes complètement figés. Si vous avez un cuivre 2 monoaqua, vous n'arrivez pas à le réduire. Si vous avez un cuivre 1 cavité vide, vous n'arrivez pas à l'oxyder. Par contre, si vous introduisez un petit peu d'eau, à ce moment-là, vous faites un système complètement réversible. Et la proposition que nous avons faite, c'est qu'en introduisant un petit peu d'eau, on forme un autre système dans lequel il y a 2 molécules d'eau qui occupent l'espace cavitaire, à l'image du complexe zinc que nous avions vu au début de cet exposé. Alors ceci est étayé par différentes études spectroscopiques et une étude théorique d'Aurélien Delalande, ici présent, qui a fait des calculs DFT-QMM. Pour aller rapidement, il a montré que si l'on part d'un cuivre 2 et que l'on rajoute une molécule d'eau au système, on obtient un gain de stabilité de 40 kJ. Et si on rajoute une deuxième molécule d'eau, on ne gagne rien. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une deuxième molécule d'eau à l'état cuivre 2. Et par contre, si on fait le même calcul avec du cuivre 1, la première molécule d'eau fait gagner aussi moins 40 kJ, mais la deuxième molécule d'eau fait gagner moins 60. Donc c'est un système coopératif. Le cuivre 2 préfère avoir 2 molécules d'eau qu'une seule. Bien. Alors, dernier aspect de ces systèmes cuivre, c'est réactivité. Comme je viens de le dire, ce système nitrélo est complètement dépourvu de réactivité, ce qui est aussi un bon point. Ils sont extrêmement stables. On s'est dit, mais alors qu'en est-il du système cavité vide? On travaillait en boîte à gants. On peut sortir le complexe, lui introduire du dioxygène, et on s'aperçoit que autant il est capable d'absorber de l'acétonitrile, autant il n'est pas capable de réagir avec le dioxygène en solution. Donc du coup, le complexe est mis, je dirais, au banc, oublié pendant quelques mois, et puis pour les besoins de publication, il est ressorti et vérifié. Est-ce qu'il est encore en état? On reprend un spectre RMN, et voilà la belle signature que nous avons du spectre RMN, de l'objet délaissé sur la paillasse à l'état solide. Alors, pour faire bref, ce spectre RMN est vraiment épouvantable. Il vous montre qu'il y a au moins 2 composés, et que l'un d'eux est certainement tout à fait dissymétrique. Lorsqu'on rajoute de l'acétonitrile au tube, en ayant la foi, on s'aperçoit que l'acétonitrile arrive dans la cavité, donc il y a encore du cuivrin. Et ceci a été prouvé par absorption de CO. Donc on a un complexe de cuivrin nouveau, formé, qui est différent, il reste un petit peu de produit de départ. Donc il s'est passé quelque chose au niveau de la sphère de coordination. On a analysé par masse, on s'est aperçu que oui, effectivement, il se passe quelque chose de nouveau parce que le ligand a gagné 14 unités de masse. Et puis si on fait l'expérience à l'état solide avec du dioxygène 18, il en gagne 16. Donc ça veut dire
que le ligand a gagné un atome d'oxygène et a perdu 2 atomes d'hydrogène. Ça correspond à une oxydation à 4 électrons. Donc on met le complexe en solution, il ne se passe rien, on met le complexe à l'état solide en présence d'air et il est oxydé à 4 électrons. Alors ceci a été confirmé par un petit peu de chimie, on a synthétisé le produit de Théré, on a confirmé que c'était bien cette position-là qui était oxydée. On forme en fait, on déshydrogène un groupement méthylène activé par cet oxygène et par cette pyridine à l'état solide. Et cette expérience nous a permis de mettre en évidence un effet tunnel dans le processus d'oxydation, à l'image de ce qui a été mis en évidence dans les systèmes enzymatiques, et qui sont révélateurs d'une réaction en milieu extrêmement confiné, avec très peu de réorganisation au-dessus, autour du site réactionnel. Évidemment, très peu de réorganisation, on le comprend, puisque la réaction a lieu à l'état solide, et l'état confiné, on le voit évidemment également. Alors, du coup, on a regardé aussi évidemment la réactivité du système TREN, et là, on s'est aperçu qu'il y avait énormément de similitudes, mais avec un point supplémentaire, c'est que cette fois-ci, on n'a pas un produit unique à plus 14, on a un deuxième produit à plus 28. Ça veut dire qu'on a une première insertion d'atome d'oxygène, et puis une deuxième insertion d'atome d'oxygène. Donc lui réagit à l'état solide, très très vite, il réagit en solution extrêmement rapidement, il réagit même à moins 200 degrés, à 200 degrés. Extrêmement rapidement, et c'est la mise en évidence en fait, d'un potentiel catalytique, puisque c'est un phénomène redox avec 8 électrons. Donc il y a au moins 2 molécules de dioxygène qui ont dû intervenir dans cette affaire. Mécanisme, on va faire une proposition, on n'a aucun intermédiaire, tout va beaucoup trop vite dans un sens ou beaucoup trop lentement pour l'autre. Et ce qui a été proposé, c'est que, communément admis, coordination du dioxygène, si tant est que la cavité soit vide, formation d'un superoxyde apte à rompre la liaison CH et à former un radical intermédiaire, hydroperoxyde cuivrique. Et ce que nous proposons pour expliquer la sélectivité du phénomène d'oxydation est que cet hydroperoxyde cuivrique migre sur le radical pour former un espèce cuivreux qui est un élément clé dans le système, puisque nous savons que nous revenons cuivreux, et l'hydroperoxyde qui se arrange rapidement pour donner le groupement céto. Alors ça, c'est une proposition de mécanisme qui n'est étayée par aucune donnée spectroscopique, c'est plutôt les résultats chimiques qui nous ont conduit à proposer ceci. Évidemment, c'est toujours à l'état en discussion, et comme on discute beaucoup dans le laboratoire, on a aussi discuté, on continue de discuter avec Aurélien, que j'ai mentionné tout à l'heure et qui est théoricien, et qui récemment m'a dit « Tiens, j'ai étudié le cycle catalytique dans les systèmes naturels, donc une enzyme à cuivre, PHM. Ça, c'est pour montrer que c'était catalytique. Donc la PHM catalyse l'oxygénation d'une liaison CH dans ces systèmes-là. Alors il y a une similitude en insertion d'un atome d'oxygène par rapport à ce que nous avons vu, nous aussi. Mais ici, c'est une réaction d'oxydation à 2 électrons, alors que nous avons une réaction d'oxydation à 4 électrons sélective. Alors évidemment, l'enzyme utilise un réducteur, deux équivalents de d'ascorbate pour un électron chacun, c'est-à-dire 2 électrons. Et comment l'enzyme le fait? Eh bien parce que le système réactif est généré à 1 cuivre, mais à 10 angstroms de ce cuivre, il y a un autre cuivre qui, lui, injecte les électrons séquentiellement. Donc la chimie a lieu à 1 cuivre, mais elle est, je dirais, manipulée par l'intervention de l'autre cuivre. Alors, qu'est-ce qu'Aurélien a proposé? Il a fait donc des modélisations assez sophistiquées en introduisant de la dynamique moléculaire au cœur du site actif. Et ce qu'il a trouvé, c'est qu'il y avait formation d'un hydroperoxyde. Donc sa proposition est, je le démarre de cuivre 1, il se forme un hydroperoxyde cuivreux qui, dans le cas du système enzymatique, se voit réduit par l'autre cuivre, c'est-à-dire que la liaison oxygène-oxygène là est coupée. Mais en fait, dans le système enzymatique, l'hydroperoxyde est réduit en alcool, alors que dans notre système, l'hydroperoxyde n'étant pas réduit, il produit le composé céto. Et donc là, l'image qui est ici présentée est une proposition de mécanisme qui permet d'unir la chimie en cavité confinée des calyx arènes et le système enzymatique avec la mise en évidence de quelque chose qui n'avait jamais été proposé, c'est-à-dire l'intervention et la formation d'un intermédiaire hydroperoxyde alkyle. Bien, alors qu'est-ce qu'il en est pour la catalyse? On espère très fort, on travaille beaucoup et je ne vais pas en parler, on a quelques résultats prometteurs. Et si j'ai encore, oui, quelques minutes,
Un sujet un petit peu différent, je vous disais, un accident de parcours. Les accidents de parcours sont toujours très très heureux, comme l'image de cet acétonitrile qui est arrivé dans la boîte à gants et qui nous en a appris beaucoup sur nos systèmes. Alors, pour la remettre un petit peu dans son contexte, biomimétisme avec un ion métallique, certes, dans notre système, l'ion métallique sert de point d'accroche pour la reconnaissance d'une molécule, qui pourrait jouer le rôle d'un substrat. Maintenant, il y a d'autres stratégies enzymatiques pour les systèmes de reconnaissance. Ça peut être des systèmes de reconnaissance non inorganiques, donc une reconnaissance organique. Par exemple, si vous mettez des charges au cœur du site actif, il y aura des interactions dipôle-charge ou charge-charge qui favoriseront l'inclusion et le positionnement du substrat. Et donc, une des idées, c'est on sait faire des groupements amino, donc des groupements ammonium, donc des systèmes chargés. Est-ce qu'il peut y avoir de la reconnaissance avec des systèmes là, si tant est que, évidemment, il y ait une certaine structuration. Alors, pour être vraiment franche, c'est un accident de parcours. Ce ligand-là a été synthétisé pour de toute autre raison que celui de biomimétisme. Présentant 3 fonctions amines, il est très fragile et il est conservé au congélateur sous la forme de chlorhydrate. Et donc après, quand on veut l'utiliser, il convient de déprotoner le chlorhydrate. Donc de vérifier sa structure. Donc ça, vous avez le spectre RMN qui montre que bien, le chlorhydrate qui a été décongelé, mis en solution, est tout à fait intègre. Le spectre est extrêmement simple. Il y a quand même quelque chose qui nous trouvait bizarre, c'était la résonance de ce groupement-là. On s'est dit, bon, pour la chimie qu'on veut faire, on veut absolument qu'il soit très sec, et là, il y a quand même quelques équivalents d'eau, donc on va le sécher. Et pour le sécher, ben, on va utiliser une pompe à vide, et pour relier la pompe à vide avec, au composé, on utilise un tube en caoutchouc. Et après, on vérifie que l'eau est bien partie, et là, vous avez le spectre RMN du même échantillon qui a été séché. Alors, il n'y a plus d'eau, mais il y a de la DMF. Bon, alors ça, c'est le tuyau qui est très très à fin de DMF. Et c'est un peu embêtant, mais ce qui est intéressant, c'est que la DMF, il y a un équivalent de DMF dans la cavité. Alors, on s'est dit, bon, bah, on a travaillé pas très proprement, il y avait un peu de zinc, il y avait un peu de cuivrin, je ne sais pas, dans le système. Donc, on l'a fait volontairement, et on s'est aperçu que non, pas du tout. En fait, ce système trisammonium se comporte comme des systèmes récepteurs extrêmement affins de toute molécule, si tant est que la molécule présente un moment dipolaire très très important. Vous avez les structures de quelques-uns de ces objets qui ont été cristallisés. Les ammoniums sont structurés en fait par des contranions qui forment des paires d'ions et qui stabilisent l'ensemble par une liaison hydrogène. Vous avez 2 exemples ici, un acétonitrile qui pointe son nez azoté vers la charge positive ou une molécule de DMF qui pointe son groupement carbonyle vers les groupements ammonium. Les systèmes se sont révélés vraiment extrêmement fins, probablement plus efficaces dans certaines conditions que les systèmes métalliques, si tant est que vous avez un système où la vitesse présente un fort moment dipolaire, en particulier les systèmes urée qui sont de très très bons récepteurs. Bien, alors, ma dernière expérience, l'idée était, nous avions des contre-anions, des triflates, parce qu'on avait utilisé de l'acide trifluoroacétique pour protéger les groupements aminaux. Est-ce qu'on peut faire ça volontairement avec, par exemple, un calixarène? Et là, on a mélangé un calixarène amine avec un calixarène acide. 3 acides, 3 amines, donc bonne stoichiométrie 1,1. Et vous avez le beau spectre RMN du mélange qui en résulte, qui, a priori, suggère qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la structuration du système. Bien, quand on a la foi, on se dit, bon, quand même, il y a dû y avoir des échanges de protons, on doit avoir un trisammonium, donc en fait, pour structurer, on va mettre un invité. Et on a rajouté de la DMF, et là, vous voyez que les changements sont assez difficiles à observer. Donc l'invité n'est pas capable de structurer l'édifice, le double édifice. On s'est dit, ben, parce que là, en fait, on a donné un invité très très bien pour l'ammonium, et il faudrait peut-être mettre un invité pour structurer le trisacide. Et donc on a rajouté un 4e larron, un ammonium, un équivalent de propylammonium. Et là, vous voyez que le spectre RMN maintenant montre que le système est complètement structuré. Si on fait un zoom sur cette partie-là, vous avez exactement un équivalent de DMF inclus, un équivalent de propylammonium inclus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous mettez seulement de la DMF, il ne se passe rien. Si vous mettez seulement de l'ammonium, il ne se passe rien. Il faut que les deux soient là. Donc, c'est l'inclusion du premier qui permet l'inclusion du second, ou l'inclusion du second qui permet l'inclusion du premier.
le système est sous contrôle thermodynamique, on peut mélanger les choses dans n'importe quel sens, ça marche toujours pareil. Il y a un effet en fait d'autocomplémentarité et d'auto-assemblage tout à fait remarquable qui permettent de structurer cet édifice. Alors évidemment, ça fait un système coopératif avec un double système industriel parce que ce phénomène de coopérativité est lié à la structuration du calyx arène. Alors ça, c'est la structure de l'objet qui a été obtenue avec ici un propylammonium qui structure le tris-carboxylate et ici une urée qui structure remarquablement bien le trisammonium. Donc, juste quelques zooms sur cette structure. Il y a bien 4 partenaires différents. En solution, je vous l'ai montré, il n'y a aucun mélange, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune erreur. Chacun s'auto-assemble comme il se doit. L'auto-assemblage est lié d'abord aux interactions calyx-arène, qui sont assurées par 3 perdions, 3 interactions de perdions et 5 liaisons hydrogènes. Ensuite, elle est permise grâce à la structuration du premier calyx arène, un ammonium en parfaite adéquation avec les 3 bras carboxylates qui sont au petit col de ce calyx arène. Donc 3 interactions charge-charge doublées de liaisons hydrogènes. De l'autre côté, si l'on regarde, on a le calyx arène trisammonium qui est parfaitement structuré avec l'invité urée à l'image du complexe biotine-avidine avec de nouveau interaction par liaison hydrogène, interaction dipôle charge extrêmement efficace. Donc en tout et pour tout, cet édifice de reconnaissance tout à fait exceptionnel doit son exceptionnalité au fait qu'il y a 3 perdions, il y a un total de 12 liaisons hydrogènes pour stabiliser et assurer la sélectivité du phénomène de reconnaissance. Donc ce travail a été fait en collaboration avec Stéphane Legac et dans le laboratoire d'Yvan Jabin. Voilà, j'ai terminé. Donc un petit comeback sur historique. En 1996, j'étais à l'ENSCP et je voudrais rendre hommage aux 3 premiers étudiants qui ont soutenu leur thèse sur le sujet calyx arène. Ils ne savaient pas dans quelle aventure ils s'étaient lancés. Et je les en remercie énormément. Olivier Sénèque, qui est chercheur CNRS, Yannick, qui est chercheur CNRS, et Loïc Leclinch, qui est chercheur au CEA. Donc on peut dire que ça ne les a pas dégoûtés de la recherche. En 1998, une rencontre importante lors d'un congrès avec Yves Lemestre, et nous continuons à travailler ensemble depuis, donc ça fait 14 ans maintenant. Une retrouvaille tout à fait importante avec Yvan Jabin, que je connaissais bien avant, mais avec qui nous avons commencé une collaboration extrêmement fructueuse en l'an 2000. Et ensuite, je dois remercier les membres de l'équipe. Alors il y a un petit code ici, ça ce sont des postdocs, ça c'est la liste des étudiants en M2 et en thèse qui sont passés par le goulot, par l'entonnoir calyx arène. Et là, je dois mentionner donc les 3 premiers, Loïc Leclinch, Yannick Randlaez et Olivier Sénèque. Un petit salut à Sébastien Blanchard, qui n'a pas pu faire sa thèse, mais qui a obtenu des résultats tout à fait remarquables avec les calyx arène lors de son DEA. Je dois remercier aussi bien les permanents du laboratoire. Et là, il y a un petit code couleur que je vous les présente. Diana Over, comme sa couleur l'indique, qui est inorganicienne. Benoît Colasson, qui s'occupe de la jupe du calyx arène, qui est plutôt supramoléculaire. Jean-Noël Rebilly, qui est plutôt réactivité substrat. Et Olivia Bistri, qui décore les calyx arène. Donc c'est un sujet pluridisciplinaire. Voilà, et finalement, je vous remercie tous pour votre attention.